Au sommaire de cette édition, en Mauritanie, une enquête parlementaire s'ouvre sur des allégations de corruption et de mauvaise gestion de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a annoncé ce samedi accepter une demande clé de l'opposition, le retour à un système fédéral de 10 États. Et puis les ministres de la Santé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Bamako ce vendredi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce vendredi à Alger pour demander la fin du système au pouvoir. C'était lors de leur marche hebdomadaire à une semaine du premier anniversaire du Irak, mouvement de protestation populaire inédit qui agite l'Algérie. Une semaine avant le premier anniversaire du Irak, les manifestations ont eu lieu ce vendredi à travers l'Algérie pour la 52e semaine consécutive. Une dizaine de milliers de manifestants réclament, une fois encore, un État civil et non militaire, le slogan phare du Irak, et promettent de continuer jusqu'au changement de régime. Moi, vivant à l'étranger, à chaque fois, j'entendais dire le Hirak est fini, le Hirak est fini, le Hirak est fini. Moi, aujourd'hui, je suis à Alger, le Hirak n'est pas fini. Bien au contraire. Aujourd'hui, je suis ici, je vois des gens. Les gens qui sortent aujourd'hui, c'est des gens qui sont là par pure conviction. Ils ont vraiment une conviction, ils veulent le changement. Né le 22 février pour s'opposer à la perspective d'un 5e mandat du président Bouteflika, le Irak a obtenu le 2 avril la démission du chef de l'État, alors au pouvoir depuis 20 ans. Depuis, il réclame en vain une véritable rupture avec le système politique en place depuis l'indépendance en 1962. Sans structure formelle, le Irak apparaît néanmoins divisé sur la marche à suivre à l'orée de sa deuxième année, notamment sur la pertinence et les modalités d'éventuelles discussions avec le pouvoir, mais aussi sur la forme que doit prendre à l'avenir la contestation. On doit passer à autre chose, continuer à la marche, continuer à taper sur ce rapport de force, d'une part, et d'autre part, commencer à nous coordonner, à nous organiser, à passer à autre chose dans le terrain. Et ça, c'est en train de se faire. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais c'est en train de se faire. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas accès aux mass médias, mais les gens essaient de s'organiser. Il y a des comités de quartier, il y a des collectifs qui se coordonnent, qui militent. Au moins un drapeau berbère, banni par l'armée des cortèges, est réapparu vendredi dans les rues d'Alger, des policiers tentant en vain de l'arracher. Comme chaque vendredi, le cortège brandissait les portraits d'opposants détenus pour faits en lien avec le Irak, notamment de Karim Tabou, une figure du mouvement aujourd'hui toujours incarcéré. Vendredi, la foule a également rendu hommage au procureur adjoint du tribunal de Sidi Mohamed dans le centre d'Alger, Mohamed Beladi, muté cette semaine pour avoir requis la relaxe pour des manifestants du Irak en réclamant dans une récente vibrante plaidoirie une justice indépendante. En Mauritanie, une enquête parlementaire s'ouvre sur des allégations de corruption et de mauvaise gestion de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce dernier a quitté le pouvoir l'année dernière après 10 ans d'exercice. La commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion des dossiers économiques et fonciers par le régime de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a commencé officiellement ses activités par une conférence de presse ce vendredi 14 février. L'annonce a été faite en présence des 9 membres de la commission d'enquête parlementaire réunis autour de leur président Habib Ould Dia, leader du groupe parlementaire de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Après la désignation de ses membres et la constitution de son bureau, la commission devient donc une institution de contrôle parlementaire indépendante, aussi bien des groupes parlementaires et des partis politiques que des 2 pouvoirs exécutifs et législatifs jusqu'à la fin de sa mission. La commission qui a dévoilé la liste de 7 dossiers ciblés par l'enquête promet un travail impartial, assure son porte-parole, Lemrabout Benahi. La commission est parfaitement consciente de la nécessité d'entreprendre un travail professionnel et impartial et s'engage à fournir tous les efforts possibles pour faire la lumière sur ces dossiers de façon objective
et considère que l'intérêt national est son seul mobile. La commission d'enquête a listé les secteurs dont la gestion par l'ancien régime seront passés au crible. C'est le cas du fonds des recettes pétrolières, de la vente du foncier, des infrastructures scolaires. Les enquêteurs vont également s'intéresser à l'attribution des marchés publics dans le secteur portuaire et dans celui de l'énergie solaire. Pour plus de transparence, les enquêteurs en appellent à ceux qui détiendraient des preuves de malversation. Aucune date pour le début de l'enquête n'a encore été fixée, mais elle devrait durer 6 mois. Ces conclusions, ensuite, seront transmises au Parlement. Je le disais en titre, le président sud-soudanais Salva Kiir a annoncé ce samedi accepter une demande clé de l'opposition, le retour à un système fédéral de 10 États. Il ouvre ainsi la voie à la formation d'un gouvernement d'union et à la fin de la guerre civile. Nous venons de faire un compromis dans l'intérêt de la paix. J'attends de l'opposition qu'elle fasse de même, a déclaré le président Salva Kiir à l'issue d'une réunion à Djouba de hauts responsables du gouvernement et de l'armée. Le président Kiir et le chef rebelle Riek Machar sont sous pression pour résoudre leurs différends d'ici à la date butoir du 22 février fixée pour former un gouvernement d'union dans le cadre d'un accord de paix. Le nombre d'États régionaux ainsi que le tracé de leurs frontières était la principale pierre d'achoppement des négociations en vue de la formation de ce gouvernement. Lorsqu'il a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud comptait 10 États conformément à sa constitution. Le président Kiir avait porté leur nombre à 28 en 2015, puis ultérieurement à 32. La présidence a indiqué samedi dans un communiqué que le président Kiir avait décidé de revenir aux 10 États du pays et à leur compter. Kiir avait à plusieurs reprises refusé de réduire le nombre d'États fédéraux. La signature d'un accord de paix en septembre 2018 a permis de réduire les combats au Soudan du Sud, mais une commission des droits humains de l'ONU a récemment regretté une multiplication des violences armées et des atteintes aux droits de l'homme à l'approche du 22 février. Lundi dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonçait l'existence d'un dialogue avec Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina, et Iyad Ag Ghali, qui dirige le GSIM. Comment la France réagit-elle à cette annonce, sachant qu'Ag Ghali est depuis plusieurs années sa cible numéro 1, sollicité, le Quai d'Orsay ne condamne pas l'initiative malienne. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé lors d'un entretien avec RFI et France 24 le 10 février dernier un dialogue avec les chefs djihadistes. Il s'agit d'Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, et de Iyad Ag Ghali, qui dirige le GSIM. Paris ne s'offusque pas de voir Bamako engager un dialogue avec ces deux chefs djihadistes. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay estime en effet que ces initiatives prises par le président malien le sont dans le cadre des recommandations du dialogue national inclusif. Et le ministère français des Affaires étrangères de juger que l'action collective au Sahel est multidimensionnelle et qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, l'accent doit être mis sur les questions de stabilisation, de développement et de réconciliation. Mais dans son communiqué, le Quai d'Orsay prend bien soin de préciser que la France combat les groupes armés terroristes au Sahel à la demande des États de la région et notamment du Mali. Sous-entendu, si Bamako négocie avec ses deux chefs djihadistes, ce n'est pas le cas de Paris. Soupçonné d'avoir assassiné plusieurs ressortissants français, Iyad Ag Ghali est depuis plusieurs années l'ennemi numéro 1 de la France dans la région. Hors de question donc de négocier avec lui. On n'a jamais été associé à des tentatives de médiation confiées à une source à l'Élysée début janvier. Une source qui émettait alors un regard critique quant à cette discussion entamée par Bamako. Mais depuis le sommet de Pau, il semble que Paris ait mis de l'eau dans son vin. Et puis pour finir cette édition, les ministres de la Santé d'Afrique de l'Ouest ont décidé ce vendredi à Bamako de renforcer la coopération entre leurs pays pour faire face au nouveau coronavirus. Cette décision intervient alors qu'un premier cas de coronavirus a été détecté en Afrique, plus précisément en Égypte. Mais le porteur de la maladie n'est pas égyptien, a indiqué dans un communiqué le ministère égyptien de la Santé sans préciser sa nationalité. Les ministres de la Santé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest étaient réunis dans la capitale malienne ce vendredi avec l'objectif proclamé de renforcer les capacités des entités nationales et régionales de la région
en matière de surveillance, de prévention et de détection précoce des épidémies dues au nouveau coronavirus. Je pense qu'aujourd'hui, on part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà. Nous allons essayer de les consolider en plan vraiment qui nous permettrait au niveau régional d'avoir une approche cohérente qui pourrait être financée. Aucun cas n'a encore été confirmé dans la CEDEAO, mais les carences des systèmes sanitaires en Afrique sont une préoccupation quant aux conséquences que pourrait y avoir l'apparition du virus. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cas avérés dans l'espace CEDEAO, mais avec 380 millions de personnes dans notre sous-région, nous n'avons même pas 3 laboratoires qui peuvent prendre des cas de manière efficace, a dit le ministre malien Michel Amala Sidibé à l'issue de la rencontre. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé ce vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé a été informée et le patient qui ne présentait aucun symptôme a été transféré à l'hôpital et placé en quarantaine pour être soigné selon le ministère. Dans un communiqué, Khaled Megahed, le porte-parole du ministère égyptien, a indiqué que le porteur de la maladie n'est pas égyptien, sans préciser sa nationalité ni son genre. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous, en compagnie des programmes de Sika TV.